soja, par exemple, ça devient compliqué. C'est très facile dans les réseaux agricoles, les grainetiers, les coopératives agricoles qui vendent de la nutrition animale classique. On trouve ça très facilement et ça vaut 3 fois rien. Ça n'a pas une très bonne réputation dans le monde du cheval pour X raisons. C'est comme la luzerne, mais c'est une croyance. Et sincèrement, quand vous avez un cheval à remuscler qui n'a pas d'insuffisance rénale, c'est-à-dire que le risque, un cheval insuffisant rénal, il ne faut pas lui mettre un excès de protéines parce qu'il va pas supporter. Il y a aussi les chevaux qui font des petits cristaux d'urée. Bon, il faut éviter ces choses-là, mais sinon, tourteau de soja, c'est très facile à utiliser, à trouver. Est-ce que ça fait chauffer les chevaux, les protéines? Oui. Alors, je dis oui. Quand on augmente le taux de protéines de façon importante, on augmente la température corporelle, on peut augmenter l'excitation du cheval, mais c'est quand on est à l'extrême. On peut augmenter la transpiration, mais ça c'est quand on a fait un peu une erreur. C'est-à-dire quand on est au-delà de la limite acceptable, on a des chevaux plus nerveux qui transpirent, etc. Mais c'est quand on a dépassé la limite raisonnable, quoi. Autrement, à propos de cheval nerveux, cheval froid, je suis absolument convaincu que l'alimentation a très rarement un impact sur le comportement du cheval. Je dis rarement. C'est-à-dire que si vous avez un cheval mal nourri, maigre, etc., et que d'un seul coup vous lui apportez un gros apport alimentaire, effectivement il va péter le feu. Mais pour un cheval qui est nourri normalement, que vous preniez de l'huile, de l'avoine, du truc, si dans son comportement il est calme, il sera calme, il y a peu d'impact. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai l'impression à observer les choses qui sont sur ce marché-là, que notre problème, l'histoire de surveiller le poids, ça c'est quelque chose certainement de super important et très positif, mais on a plus de chevaux sur le marché, en tout cas sur le marché du cheval amateur, et pas déjà arrivé à ce niveau, qui sont en surcharge pondérale de chevaux qui manquent de ça, et que nous, après, ce qu'on gère, c'est juste de la prémato, de la protéine, des choses en fait pour le sport, qui ne sont pas en condition pour faire ce genre de sport. Et puis, ce qui m'étonne, ce sont ce que vous nous apprend sur les protéines, parce que moi, j'ai constaté, dans les effectifs plus sur les miens, en changeant d'aliment, en mettant une énergie beaucoup plus facilement disponible, on a des chevaux qui changent radicalement de tempérament. Moi, j'ai un grand-père qui était entraîneur et trotteur dans les années 50, il disait les chevaux traitants, il y a deux catégories, ceux qui mangent trop et ceux qui ne travaillent pas assez. Je pense que c'est 100%. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur l'histoire du comportement. Moi, j'ai des idées très précises sur la question. C'est qu'un cheval qui est mal nourri, effectivement, a un comportement anormal. Et du coup, quand on va régler la ration et la rendre normale, il va changer de comportement. Parce qu'avant, il avait un comportement anormal. Mais je parle d'un cheval qui est nourri normalement. Vous changez d'ingrédient alimentaire, il ne se passera rien si sa nouvelle ration est normale. Et je me suis aperçu avec le temps que tous les cas où on me disait, mais regardez, quand je prends tel aliment, le cheval est bien, quand je prends tel autre, il ne va pas bien. Et quand on recalcule mathématiquement l'historique des changements, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu des erreurs, des contre-erreurs, des corrections qui mathématiquement s'expliquent très bien parce qu'on a augmenté le niveau énergétique, on a changé le taux de cellulose sans s'en rendre compte. Mais effectivement, un cheval mal nourri, j'ai eu le cas d'une écurie de trotteurs il y a quelques années où les chevaux se battaient à l'effort, se battaient à l'entraînement. C'est-à-dire ils prenaient la main, c'était des guerriers, mais au mauvais sens du terme. On a recalé toutes les rations qui étaient complètement anormales en matière d'équilibre alimentaire. Et très rapidement, les chevaux sont devenus sympas, sont remis au travail. Donc là, il y a un changement de comportement, mais c'est parce qu'on partait d'une situation anormale au départ. Mais quand on est dans une situation normale, moi je suis un partisan de quand la ration va bien et qu'il n'y a pas d'anomalie, il ne faut pas la changer parce qu'on ne fera pas mieux. Par contre, quand on fait mal, effectivement, et qu'on corrige, on peut améliorer. La question c'est de savoir, dans ce que tu corriges, qu'est-ce qui t'apporte du bénéfice? Alors, principalement, c'est quand on a un défaut de fourrage. On a un cheval très levreté, avec beaucoup de concentré, pas beaucoup de fourrage, on est sûr que le cheval il a un comportement bizarre. Très souvent d'ailleurs, il va se mettre à gratter au box, avoir des pailles salies, il va pisser plus que les autres, il va être nerveux, j'allais dire désagréable, grincheux. Ce cheval-là, il a mal au ventre. Donc vous lui baissez le taux de concentré, vous augmentez le taux de fourrage, vous rééquilibrez comme ça l'intestin grêle, le gros intestin, et là son comportement va changer. D'un seul coup, il va se dire c'est moins pénible de vivre, quoi. Moi, ce que tu nous apportes sur les protéines, c'est que moi, je suis sûr d'avoir bien un effectif de 300 donateurs,
dans la cour des riches, au moins 30% de myocytes chroniques, c'est-à-dire 12 myocytes par semaine, faire venir des consultants en ligne, faire trancher dans les rations qui étaient largement surexposées en protéines, puisqu'il y avait du fond de peau, il y avait un complément qui était déjà riche, plus des compléments en acides aminés facilement assimilables, etc. Et dans cette perspective, du jour au lendemain, l'appel pour la fiche qui rentre dans le terminé. Et on est complètement d'accord. L'excès alimentaire provoque des maladies. Et la myosite est l'une de ces maladies. L'ostéochondrose en a une autre. Des maladies d'origine alimentaire, il y en a 1000 si on fait des erreurs alimentaires. Et quand on corrige les erreurs, on fait disparaître la maladie. Mais il ne faut pas non plus vouloir tout expliquer par l'alimentation. Et s'il y a, je vais prendre votre question, parce qu'il y a un moment que vous voulez... Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, vous faites une erreur alimentaire, il y aura derrière des conséquences sanitaires, on va dire. Je voulais savoir ce que vous pensiez des compléments alimentaires qui inondent le marché et les écuries de plus en plus. Savoir si c'est... Alors, je vais vous dire, les compléments alimentaires, vous avez vu le petit résumé que je vous ai fait au tout début sur les ingrédients alimentaires, avec une espèce de logique de les fourrages, les concentrés, les compléments de minéraux, etc. Donc si vous avez cette logique-là dans votre ration, et que le complément alimentaire affiche clairement le taux de calcium, de phosphore... Alors, je ne parle pas forcément de compléments minéraux, vitaminés, mais toutes ces choses voilà. qu'on peut voir. Donc si le complément alimentaire affiche clairement calcium, phosphore, zinc, cuivre, vitamine A, etc., on peut recalculer la pertinence ou non d'utiliser ce complément alimentaire. Si ce complément alimentaire vous apporte des arguments du genre, vous allez voir, après ça ira mieux, mais que sur l'étiquette il n'y a rien, bien sûr il ne faut pas acheter un produit comme ça. C'est-à-dire que moi il m'arrive, quand je fais un audit alimentaire, je vois 18 000 seaux, petits, des grands, des roses, des rouges, des machins, et dans mon audit alimentaire on me pose la question, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est équilibré, etc. Donc je relève les étiquettes, etc. Mais quand il n'y a pas d'étiquette, je ne cherche même pas à savoir ce que c'est. S'il n'y a pas d'étiquette et qu'on ne dit pas, que le fournisseur n'est pas capable de dire il y a tant de calcium, phosphore, etc., ben, ne le mettez pas puisqu'on ne sait pas ce que ça va faire. Ou alors c'est un médicament, et à ce moment-là il faut demander à votre vétérinaire si c'est pertinent de faire ce traitement. Mais aujourd'hui, effectivement, en élevage, il y a une statistique qui est sortie qui dit que l'économie alimentaire, plutôt le budget alimentaire des chevaux d'élevage en France, varie de 200 € à 2000 € par poulinière pleine en moyenne. Ça veut dire qu'il y a une gabegie folle. Dépenser 2000 € de concentré pour une poulinière, c'est une bêtise crasse, alors que la poulinière, principalement, elle a besoin d'herbe et de foin. Sur les chevaux de sport, j'ai fait 1000 fois le calcul. On va de... Un cheval nourri normalement, ça coûte 800 € par an à nourrir. Vous pouvez monter à 2000, 3000 €, il n'y a pas de problème. Mais c'est inutile. Il n'ira pas plus vite, le cheval, il ne sautera pas plus haut, il ne sera pas plus heureux. Donc je pense qu'il faut objectiver votre choix par un élément mesurable. Le mesurable, c'est l'étiquette, c'est la fiche technique, qui sont la plupart du temps, vous allez sur les sites des fabricants, vous téléchargez les fiches et vous pouvez, si vous ne savez pas faire, vous demandez à votre vétérinaire de vous recalculer la ration. Moi, je me ferai un plaisir de vous dire si c'est équilibré, pas équilibré, mais il faut quelque chose d'objectif. Quand on me présente des produits à base de plantes en disant c'est naturel, donc c'est bon, je trouve ça complètement idiot. L'amanite phalloïde est complètement naturelle, pourtant c'est un toxique mortel. Donc c'est pas parce que c'est naturel et que c'est des algues que c'est bon. Et si ça sert à rien, pourquoi dépenser de l'argent ?